Go. Et normalement, d'ici quelques secondes, ça devrait changer. Ah, faut cliquer pour participer au live. Commence bientôt. Moi, je vois les secondes qui défilent à 27 secondes, 28, 29. Donc ça Toi, semble tu marcher. vois? Ouais, je vois live qu'on est en live depuis 32 secondes. Ok. Bon, bah moi, je vois pas. Ah, voilà, je l'ai. C'est bon. Donc, on va attendre encore un petit peu. Mhm. Moi, je vois l'image, hein. Si tu cliques sur le live, tu vois l'image. C'est Ouais. cliquer pour participer. Donc moi, ça, c'est bon, ça a l'air d'être en live. Ouais. Moi, je vois le live depuis 1 minute 30. Donc je te vois, je me vois, je vois l'affiche. Tout semble OK. Ah, donc Très les gens bien. commencent à arriver, on nous voit, on nous entend. Bienvenue à tous et toutes. Donc on va commencer ce live. Donc comme annoncé, je suis en présence de Yves Ziba. Bonjour à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Yves. Bienvenue dans ce live. Je suis extrêmement content de faire ce live avec toi. Donc on a monté ensemble ce Business Accelerator ESG. Mais ce qui est plus intéressant que cet accélérateur qu'on va présenter, c'est réellement ce qu'on va faire et c'est comment on en est arrivé là. Hein, donc je te laisse peut-être te présenter pour commencer, hein, dire qui tu es, simplement présenter ta société également, puis après on continuera. Ouais, très volontiers. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis l'associé gérant de Synthesia, qui est une entreprise basée à Genève. Et en quelques mots, mon parcours et mon expérience en lien avec l'ESG. Je travaillé 13 ans dans une grande entreprise dans les médias et dans les technologies de l'information qui s'appelle Reuters. Et à l'époque, j'étais dans des fonctions de vente et de service client. Ça, c'était mon métier. Et je me suis porté volontaire pour être ambassadeur CSR. C'était à peu près il y a entre 15 et 20 ans. Et depuis, je suis resté voilà, intéressé par le sujet de l'ESG. Et depuis 2012, j'évolue non plus au sein d'une grande organisation, mais comme entrepreneur. Donc, je navigue à travers plusieurs écosystèmes différents. Voilà. Et je suis ravi de co-construire cette solution et cet accélérateur avec Kibad. Mais je crois que, enfin, on se connaît depuis un moment, hein, mais tu as quand même beaucoup d'actions, d'activités en lien avec l'environnement. Je pense que c'est bien que tu en dises un peu plus parce que je crois que c'est vraiment une préoccupation au cœur de ta démarche et au cœur de Synthesia, c'est juste? Oui, c'est tout à fait correct. En fait, l'ADN de Synthesia, la compagnie que j'ai créée, c'est la décarbonation. Donc, on a commencé avec une dizaine de projets qui avaient pour but de réduire les émissions de CO2. Et on a ensuite poursuivi notre chemin en plaçant l'ESG au cœur de notre démarche. Donc, quelque part, on n'a pas eu à transformer notre organisation, mais on a fait notre maximum pour faire les choses correctement dès le début. Merci. Maintenant, parle-nous de ton parcours qui nous a amené à faire cet accélérateur. Donc,
par où tu es passé, comment tu as démarré cette démarche avec Synthesia. C'est quelque part ce que les gens, je crois, sont venus chercher. C'est les SG, on en entend beaucoup parler. L'environnement, on sait qu'on doit bouger, mais c'est comment on se met en route, comment on se met en marche. Donc parle-nous de cette expérience parce que c'est vraiment ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui et ce qui fait que c'est intéressant de comprendre comment on passe par là. Oui, en fait, il y avait une volonté d'être voilà, conscient de ces enjeux-là dès la création de notre entreprise et de développer également des idées et des projets. Donc, on avait ces deux volontés. Et en fait, ce qui s'est passé les premières années, c'est qu'on avait d'une part la stratégie de l'entreprise, dont on discutait avec un certain nombre de conseillers, et d'autre part la stratégie CSA, donc la stratégie ESG, sur laquelle on était accompagné par une auditrice externe dans le cadre du dispositif Diagnostic Action de l'État de Genève. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que qu'il y avait des similitudes, mais en fait, on était en train de développer deux plans d'action distincts. Et en découvrant la solution de Keybud, j'ai perçu une opportunité de consolider ces différents plans en un seul plan et de l'internaliser pour qu'on ait une seule stratégie, un seul set d'axes stratégiques et, voilà, et une seule série d'objectifs et de risques gérés dans une seule application. Donc ça, voilà, ça c'est la genèse et depuis on continue d'alimenter un seul système avec nos projets et nos idées. D'accord. Mais la phase d'arrivée, je crois que vous êtes arrivé aux matrices de simple et de double matérialité, et tout le processus dans lequel vous avez été accompagné, dont tu parles, c'est un processus qui a démarré comment? Est-ce que vous étiez seul, accompagné? C'est vraiment toute la démarche qui vous a amené à cet élément et qui fait qu'on a aujourd'hui bâti ensemble cet accélérateur. Quel a été le parcours du combattant que tu as passé là autour? Alors c'est vrai que c'est un parcours du combattant dans le sens où comme comme de nombreux audits sur ces questions-là, on a en fait une phase de diagnostic qui a beaucoup de dimensions, donc on doit s'auto-évaluer sur je crois, entre 60 et 100 critères différents, évaluer la pertinence, évaluer notre propre niveau de maturité et mettre en place des plans d'action sur l'ensemble des dimensions. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses à faire, évaluer les pourcentages de progrès de trimestre en trimestre. Donc c'était relativement complexe. Je pense que ça pouvait être également une des raisons pour lesquelles certaines entreprises n'ont pas 100% adhéré ou abandonné. Et donc j'avais cette volonté de simplifier drastiquement l'approche tout en gardant le cap sur ce qu'on avait identifié comme étant nos priorités. Donc on est une entreprise de service, hein, donc on a vraiment deux axes prioritaires, c'est le digital et les déplacements. Et voilà, à partir du moment où on avait identifié nos priorités sous forme de matrice de simple matérialité et de double matérialité, c'est devenu relativement simple, en tout cas beaucoup plus simple pour nous à gérer avec Keybud et d'aligner ces éléments de notre matrice de double matérialité dans notre stratégie. Quand on parle de matrice de simple et de double matérialité, tu peux peut-être quand même un peu donner des explications. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un peu un jargon déjà complexe au départ. Hein. Euh, si on les décrit en quelques mots. Oui, on peut les décrire en fait à partir de ces justement, longues listes de 60 ou 100 indicateurs selon les modèles. On en ressort entre 5 et 8 qui sont prioritaires et on les évalue par rapport à l'impact de l'entreprise sur son environnement ou à l'impact de l'environnement sur l'entreprise, de façon très schématique, dans une matrice de dimensions avec un impact qui va de très faible à très élevé. Et donc ça permet d'avoir une visualisation de nos propres priorités et de le garder à l'esprit. Et autant c'est quelque chose qu'on avait été capable de faire en PowerPoint ou en Excel, autant le fait de pouvoir le gérer dans Keybud nous amène la priorisation dynamique et le lien avec le plan d'action. Et donc, le parcours pour arriver à ces matrices, la démarche en termes d'heures, en termes d'efforts, en termes de sueur, c'est quelque chose qui était léger, compliqué, difficile?
C'est une très très bonne question parce que je pense que avant l'année d'accompagnement, on savait déjà que nos priorités allaient être sur le digital et les déplacements professionnels parce qu'on n'a pas de bâtiment à gérer et qu'on connaissait notre business. Donc, c'était pas une grande surprise que cela ressorte. Par contre, ça nous a néanmoins aidé d'avoir la démarche de prendre le temps de voir quels étaient tous les critères, ne serait-ce que pour éliminer les moins importants. Donc la démarche a été vertueuse pour nous et on a souhaité ensuite, ça c'est un choix de notre société, on préfère avoir des vraies actions sur 8 objectifs que ne pas en avoir sur 60. Ok. Et aujourd'hui, c'est le moment que tu as préféré dans cette démarche et le moment que tu as détesté, si on essaie de sortir ces deux moments. Mmh. Ah, le moment que j'ai préféré, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'allais pouvoir simplifier, donc avoir dans le même outil mes objectifs, mes risques stratégiques de l'entreprise et mes objectifs et mes risques de mon plan de SG. Donc là, je me suis dit, on avance, je suis en train de simplifier. Et puis, le fait de sortir d'Excel et de PowerPoint pour aller dans un système unique comme Keybud, ça a été également un moment de satisfaction. Et, euh, et voilà, parce que ça veut dire qu'on a moins de maintenance de documents, voilà, on va un peu plus vite, même beaucoup plus vite dans la mise en place des actions, et puis on sait qu'elles sont directement alignées. C'est-à-dire que si elles ne sont pas alignées avec nos objectifs ou avec nos risques principaux, les actions sont dépriorisées. Donc ça nous permet d'avoir en fait l'outil qui nous permet de concentrer nos forces sur ce qui est aligné avec ce qu'on veut faire. Et le moment que tu as trouvé le plus pénible, t'as frustré. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est-à-dire que si on a un rythme trimestriel de mise à jour de documents, il peut arriver qu'il y ait des trimestres où on n'a pas fait grand-chose et puis en fait on va juste répéter la même chose que le trimestre précédent, ou au contraire il y a eu de fortes avancées et où on n'a pas envie d'attendre la fin du trimestre pour en parler parce qu'il y a une actualité, etc. Donc déjà le fait de pouvoir aller à notre propre rythme opérationnel, euh, et puis le fait d'ancrer les axes stratégiques, les objectifs et les risques long terme, donc c'est des choses qui ne changent pas très peu de notre côté. Donc ça nous donne la stabilité stratégique qu'on cherche à avoir, tout en ayant la flexibilité d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui émergent, et le niveau de contrôle pour que ce soit aligné avec nos objectifs et nos risques. Okay. Maintenant, si on parle de la jeunesse de l'accélérateur, hein, je me rappelle que tu m'as appelé un jour, puis tu m'as dit, on est passé à travers tout le processus, c'était long, c'était compliqué, on a perdu beaucoup de temps. Il y a des personnes qui, en cours de route, qui participaient au même processus, ont abandonné ou se sont lassées ou le trouvaient peu pertinent. C'est pas comme ça qu'on va démarrer des démarches de durabilité dans les entreprises. Si les démarches découragent la plupart des entrepreneurs de les continuer, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elles arrivent aux équipes. Et comment on est arrivé à ce constat qu'on pouvait faire plus simple et qui est arrivé à ce qu'on va présenter, qui est de passer d'une démarche qui prend 3 à 6 mois à quelques heures. Quand est venue cette idée quelque part et puis explique-nous un peu ce qui s'est passé là. L'idée m'est venue parce que j'aime bien les règles simples, donc pense que c'est très difficile de faire simple, c'est très complexe de faire simple. Par contre, on a quelques outils en stratégie pour le faire, et en ayant vécu ces démarches avec voilà, énormément de critères, énormément de dimensions, je pense que pour une micro-entreprise comme la mienne, c'est relativement lourd, perçu comme lourd, et on n'en voit pas forcément la valeur. On voit pas forcément la valeur de la conformité au moment où on nous demande de faire l'exercice. Et donc j'ai cherché à aller plus vite, et j'ai cherché à aller rapidement vers un outil de pilotage de l'entreprise qui soit pertinent. Et le fait d'avoir la matrice de double matérialité tous les jours devant mes yeux pour piloter mon entreprise de la même façon qu'on peut avoir les yeux rivés sur son PNL tous les jours, je pense que ça permet de remettre la durabilité au même niveau que les indicateurs financiers.
Donc, le fait d'avoir cette possibilité d'avoir des indicateurs financiers et non financiers sur le même dashboard tous les jours, je pense que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la transformation ESG que de nombreuses entreprises veulent avoir, mais qui n'ont pas envie d'avoir la complexité. Ce qui est différent dans la démarche qu'on a mise en place, c'est qu'en fait, on est parti un peu à l'envers, même complètement à l'envers, et c'est ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. C'est ce qu'on va commencer à expliquer. J'ai partagé mon écran, juste une seconde. Hop, hop, partager. Voilà. Donc, l'objectif, avec Keyben, on a monté un certain nombre d'accélérateurs. Aujourd'hui, on en présente un qui est centré sur la démarche qu'on a fait avec Synthesia. Aujourd'hui, Keyben, c'est une plateforme, c'est comme un gestionnaire de travail, comme Monday.com ou comme Asana, pour ceux qui connaissent. On a deux différences fondamentales. La première, c'est qu'on est basé que sur des éléments de priorisation dynamique. Le monde change tout le temps. Ce qui était vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Les choses changent tout le temps, et qu'en stratégie en général ou qu'en pilotage, on est sur des démarches qui sont assez statiques. Nous, on a intégré un moteur de priorisation dynamique qui est toujours au cœur de toutes les démarches. La deuxième des différences, c'est qu'on sait que les entreprises sont des mondes complexes et que c'est très difficile de faire du transversal dans des entreprises bien souvent construites au silo, et on s'est construit sur cette dynamique de comment est-ce qu'on active la transversalité dans le monde des entreprises. C'est nos deux différenciateurs, et c'est ces différents éléments qu'on a utilisés dans cet accélérateur. L'accélérateur, il est basé sur un certain nombre de choses. Mais la première des choses, c'est de dire, dans l'ensemble des critères de la CSRD, il y en a un certain nombre qui sont relevants pour votre entreprise. Et quand on démarre un accompagnement, on va démarrer directement par ces critères, c'est-à-dire qu'on va aller voir ici et on aura préparé les différents axes stratégiques qui sont les plus pertinents. Alors ici, ils sont très réduits parce qu'on est sur un exemple qui est déjà actif, mais on aura préparé les axes stratégiques qui font qu'on va pouvoir discuter de ceux qui sont les plus pertinents selon deux axes. Le premier, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens que vous avez à disposition des équipes, vous êtes capable d'avoir de l'impact sur cet axe. Ça ne sert à rien qu'on mette un axe formation et développement si vous n'avez aucun moyen de vous développer dans ces domaines-là. Le deuxième des axes qu'on prend, autant Yves que moi, on est des entrepreneurs et on sait que la durabilité, l'ESG n'a une chance de se développer que si, quelque part, elle sert votre business. Ça va être, est-ce que ça va servir votre business? Et donc, dans l'atelier, quand on démarre, on va arriver avec 20, 30 éléments de la CSRD déjà sélectionnés et on va les challenger avec vous. Est-ce que vous pouvez avoir de l'impact? Est-ce que ça a de l'impact sur votre business? Et on va sélectionner les plus relevants et on va en garder 5, 6, 7 à la fin, qui sont ceux sur lesquels on va travailler. Première partie de l'atelier où on travaille sur la sélection. On sait que pour être pertinent, pour avoir de l'impact, il faut sélectionner. Sélectionner, c'est renoncer. Ça ne sert à rien d'avoir 30, 35 axes si vous êtes capable de travailler sur 3 à 5 axes. Vous n'allez pas avancer plus vite, au contraire, vous allez vous disperser. La deuxième des choses qu'on va faire, une fois qu'on a sélectionné ces axes, donc on aura sélectionné ces axes, on aura décrit un certain nombre de choses sur ces axes. Ici, on aura mis un certain nombre de commentaires, pourquoi ils sont intéressants, quel objectif on pourrait mettre dessus derrière. Ça va être de les évaluer par rapport à la matrice, donc par rapport aux matrices de simple et double matérialité. Donc, on l'a dit, pour les sélectionner, on va les évaluer sur une échelle de Likert très simple. Est-ce que si on travaille dessus, ça aura un impact très faible ou très élevé, selon cette échelle-là, d'accord? Autant sur les parties prenantes que sur l'entreprise, que sur les enjeux ESG de l'entreprise. Et nous, avec ces éléments, on va pouvoir déterminer deux choses, qui est notre priorisation dynamique. D'abord, c'est l'impact global de cet élément sur la matérialité qu'on va reprendre dans les démarches de priorisation. Et puis ensuite, c'est pouvoir ici en faire les matrices de simple et double matérialité. Donc ici, on a un exemple où on a sélectionné au final sur les 9 axes deux axes qui sont protection des données et réglementaire et conformité sur lesquels on peut agir, d'accord, et sur lesquels on va pouvoir bâtir un plan d'action. On voit que
tout ce qui est modéré est moins intéressant. Donc, en fait, on va bâtir notre plan d'action in fine que sur ces 2 éléments ou peut-être plus, s'il y en a d'autres qui ressortent dans la matrice de double matérialité qui est évaluée selon les 2 autres choses. On a bien sûr là derrière un plan d'action qui est connecté, hein, donc si je reviens ici, j'ai bien un plan d'action qui va être priorisé selon ces différentes matrices. Ici, tout ce qui a un chiffre élevé, c'est tout ce qui est priorisé ici. On voit que la priorité qui est en cours, c'est l'amélioration du site internet pour mettre un certain nombre de choses en place et montrer un certain nombre de choses. Et maintenant, si je reviens dans mes matrices ici, hein, on va retrouver le même plan d'action ici, qu'on va retrouver là derrière, dans mes plans d'action, où je vois les différentes actions qui sont en lien avec cet axe qui est très important. Les équipes vont pouvoir s'approprier, on va pouvoir nommer des responsables, on va pouvoir suivre les progrès, ça c'est tous les éléments qu'on a dans la plateforme. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, un plan d'action s'évalue de temps en temps. On va évaluer nos progrès hein, selon une temporalité qu'on évalue. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, mais il y a un suivi régulier de est-ce qu'on progresse ou pas. Dans cette évaluation, en fonction des axes, des actions qui ont été menées, qui ont donné progrès, on va pouvoir réévaluer simplement notre matrice ici, leur dire bah, aujourd'hui, avec les progrès qu'on a faits, bah, l'impact sur les parties prenantes de cet axe, il a bien baissé. D'accord? Donc, on voit tout de suite derrière que dans la matrice, ça a descendu ici. Et puis, l'impact sur l'entreprise, il a aussi baissé. D'accord? Donc, en réévaluant notre matrice, on a une matrice à jour. On a surtout derrière aussi un plan d'action qui a été directement repriorisé pour que les actions qui sont derrière, on voit notre amélioration du site internet, il était à 600 points, il est passé à 175 points. Et on voit qu'ici, il y a d'autres actions qui sont devenues terriblement importantes qu'il faut qu'on mette en œuvre pour être toujours priorisé sur notre plan d'action. Donc, notre démarche, elle vise à faire ces 4 étapes en 4 heures, quelque part. On évalue les axes et on choisit les axes qu'on aura préparés, bien entendu, à l'avance, parce que vos besoins sont très différents entre une entreprise manufacturière, une entreprise de service ou une entreprise dans l'alimentation. Donc, on aura présélectionné ces axes pour de nouveau gagner du temps. Le but, c'est d'être au maximum de votre efficacité. On va identifier, sélectionner les axes sur lesquels vous pouvez avoir de l'impact en termes d'action et qui ont de l'impact sur votre business, d'accord, pour toujours garder cette notion de business au cœur de la démarche. Ensuite, on va les évaluer sur les 3 axes comme on a vu, hein, ici, en travaillant. Quels sont les axes qu'on a retenus qui ont le plus d'impact sur les parties prenantes, sur l'entreprise ou sur vos enjeux ESG? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se concentrer sur concrètement, par rapport aux discussions qu'on a eues en début d'atelier, quelles sont les actions qu'on lance sur cet axe ici, d'accord? Quelles sont les actions qu'on vient, puis on dit l'action qu'on va mener, ben on va créer ici une action ESG qui peut être un projet, qui peut être un résultat clé en fonction de la méthodologie. On va créer concrètement l'action et les actions qu'on va lancer, qu'on va pouvoir attribuer à des gens qui feront partie de la démarche et qu'on va former. On va pouvoir valider ce plan d'action et donc en 4 heures, on aura un plan d'action priorisé sur la base de critères sélectionnés, évalués dans leur pertinence et dans leur impact sur l'entreprise et sur votre business. Et ça, on le fait en 4 heures. Donc en 4 heures, on a un plan d'action qui est prêt à être lancé. La suite de l'accompagnement, bah, ça va être de faire que vous deveniez complètement indépendant sur le pilotage de cette matrice. Et indépendant, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la première, quand on démarre l'accompagnement, on va vous demander d'avoir 1 ou 2 champions, voire peut-être plus, qu'on va former, hein, former au suivi, former à l'accompagnement, développer leur capacité de compréhension des critères ESG qu'on a activés. Ça va être la première des choses qu'on va faire. Donc, il y aura un accompagnement qui va être et méthodologique et de suivi pour être sûr qu'on progresse et qu'on ait bien mis un rythme derrière et qu'on soit en train d'exécuter le plan. Et le deuxième des points qu'on va faire dans l'accompagnement, c'est aussi commencer à développer des choses qui sont nécessaires dans votre démarche ESG,
mais souvent qu'on met en avant et qui vous pénalise beaucoup, c'est toute la récolte des données pour des indicateurs de type kilowattheure, de type consommation d'eau, de type CO2, etc., qui sont des indicateurs qui sont lents à mettre en place. Et notre démarche, c'est de dire, en 4 heures, on vous amène à un plan d'action qui est activable. On a identifié les gens qui sont les champions, on a identifié la méthode, le rythme de suivi, et on a décidé de l'accompagnement qui va être derrière pour que ces gens deviennent indépendants. Et en même temps, pendant cet accompagnement, on les fait monter en maturité pour qu'ils soient pertinents dans leur démarche, qu'ils soient le plus à l'aise possible dans leur démarche. Et puis deuxièmement, on pose des bases qui sont nécessaires dans une démarche ESG, mais en travaillant déjà sur des actions qui auront des résultats concrets dans votre démarche ESG. Que j'ai bien résumé la démarche, Yves. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est d'autant plus utile, et tu l'as mentionné, c'est le fait que ce soit très directement lié avec les objectifs business. Donc, il y a cette fusion des objectifs. On n'a pas d'un côté l'ESG, de l'autre côté le business, mais c'est en fait un seul et même, une seule et même organisation avec des objectifs business et des objectifs ESG qui sont tout en un. Voilà, donc nous, on a fini ce petit tour d'horizon, on a fini la présentation, on a fini de comprendre le parcours d'Yves, d'entrepreneur qui nous a amené à mettre au point ce Business Accelerator. Donc, c'est le temps des questions. Donc, on est en ligne live, donc les questions peuvent être que prises par écrit dans le chat. Donc, je l'ai sous les yeux. Donc, s'il y a des questions, on vous écoute et on y répondra par oral. Est-ce qu'on a réussi à être clair? Je pense qu'on a dû être très clair. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, s'il y a de l'intérêt, si vous avez envie de démarrer sur cette démarche, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite dans ces démarches, on est à vos dispositions, ou moi ou Yves, pour démarrer cet élément avec vous. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Le live donc, est disponible sur l'event LinkedIn pendant un certain nombre de mois, 12 mois, sauf erreur. Donc, vous pouvez le revoir et le repartager. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup Yves pour ta présence. Merci Gilles, à bientôt. Ah, je crois qu'il y a une question. Question. Est-ce que ce système est complémentaire ou remplace un Jira dans l'organisation des tâches, ou est-ce uniquement high level pour le pilotage? Alors, si vous utilisez Jira dans votre organisation, on ne va pas chercher à descendre, on va pas chercher à descendre, à remplacer Jira. Par contre, on va amener une couche où Jira n'est pas forcément très doué, c'est sur cet effort de transversalité, c'est sur cette capacité à prioriser, c'est sur capacité à pouvoir facilement arriver à cette démarche où on a nos critères ESG, nos matrices de matérialité qu'on peut prioriser, reprioriser. Et au niveau de la tâche, l'action ou les projets que vous allez mener dans Jira, on va simplement retransmettre la priorisation qui aurait été calculée dans Keybud dans Jira pour que vous ayez un axe de priorisation qui soit toujours à jour dans Jira. Une deuxième question sur les logiciels de gestion. Alors, ça dépend desquels on parle, mais oui, Keybud est nativement fait pour se connecter à des logiciels. On a une interface avec Jira qui est en standard. On en a d'autres qui sont en cours d'écriture. Aujourd'hui, il faut qu'on détermine où c'est qu'on doit mettre, mais oui, on peut facilement se connecter avec d'autres logiciels de gestion. Et je vais peut-être juste rajouter un mot par rapport aux indicateurs non financiers, où il y a également une intégration possible avec, par exemple, des données qui viennent d'un bâtiment ou des données qui viendraient d'une autre source d'information non financière. Donc, ce qui est vrai pour les indicateurs financiers est aussi vrai pour les indicateurs non financiers. Et puis, on a eu l'occasion de travailler sur l'intégration des données non financières dans Keybud.
On a des indicateurs qui permettent de suivre de l'annuel, du multi-annuel, des objectifs. Et puis effectivement, on a travaillé sur comment est-ce qu'on fait que vos compteurs qui sont connectés puissent remonter des données directement pour qu'il n'y ait pas besoin de faire une collecte et une ressaisie derrière. Merci beaucoup à tous pour ces questions et pour votre participation. On est à disposition, soit pour répondre à vos questions par la suite qui seraient plus d'ordre privé, soit pour approfondir votre besoin ESG. Je pense qu'il y a un petit point quand même qu'on n'a pas abordé et que j'avais à cœur d'aborder. Est-ce que l'ESG est encore quelque chose de pertinent aujourd'hui, Yves, dans le monde dans lequel on vit? C'est amusant que tu poses la question parce que c'est vrai que comme on est actif sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a débat on parle beaucoup d'un ESG backlash suite à l'élection de Donald Trump aux élections américaines. C'est vrai qu'il y a cette tentation de laisser tomber l'ESG et de ne plus s'en occuper. En fait, moi, je pense qu'au contraire, c'est le bon moment d'en faire un avantage concurrentiel et d'aller plus vite en adoptant des méthodes de simplification et de priorisation dynamique. Donc voilà, je pense qu'on est à un point intéressant stratégiquement où certains accélèrent et d'autres freinent. Et voilà, je mettrais bien un petit billet sur le fait que ceux qui accélèrent maintenant vont en tirer des bénéfices en termes d'ouverture de marché et d'accès à des nouveaux clients. Voilà, dans un proche futur, en tout cas en Suisse et en Europe, et je l'espère au-delà. Et je le complète aussi. Aujourd'hui, il y a l'actuel business. On sait qu'on est dans des phases avec ce qui se passe dans les relations internationales avec les États-Unis très compliquées pour un certain nombre d'entreprises. Tout d'un coup, des éléments qui étaient très stables deviennent instables. Mais on voit aussi, je crois qu'on connaît tous des gens qui ont soit été inondés ou soit ont dû partir de leur maison parce qu'il y avait un incendie, que ce soit en Suisse ou en Europe. On voit que ces événements s'accélèrent et pour ceux qui sont en contact avec des jeunes, qui représentent bientôt 50% des emplois, les jeunes, ils ont envie que ça bouge. Ils n'ont pas envie que ça reste. Ils ont envie de faire que, quelque part, ils ne soient pas dans une société qui continue de reproduire un monde d'avant, mais dans une société qui s'oriente vers quelque chose qui est plus soutenable en termes d'environnement et en termes de leur futur cadre de vie pour eux et leurs enfants. Et je pense que en tant qu'entrepreneur, ne pas voir ces éléments arriver, Trump ne sera pas éternel, ne pas voir ces éléments arriver, c'est se préparer à voir ses talents partir vers des sociétés qui l'ont vu. Et je pense qu'aujourd'hui, cette génération est drivée par l'action, par le concret. Donc, on amène une démarche qui est très rapidement concrète, qui ouvre très rapidement les portes aux gens qui ont envie de s'investir et qui permet d'aller chercher ces 2-3% d'énergie, de temps de ces gens qui sont prêts à consacrer à des sujets qui les passionnent et qui font en même temps avancer l'entreprise. Et c'est tout l'intérêt de notre action. C'est comment on va chercher vos forces vives, de quoi vous faire progresser, évoluer et au final devenir une société qui sait innover grâce à l'ESG dans cette démarche-là. Ouais, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que si on le prend sous le prisme du reporting, ça peut être perçu comme ennuyeux, rébarbatif. Et effectivement, si on le prend sous le prisme de la société, on peut en faire une force en termes de marque employeur pour attirer les nouveaux talents, les futurs talents. Ça peut devenir également une source d'innovation et de nouveaux produits. Donc, chemin faisant, en s'améliorant sur ces nouvelles dimensions, on peut avoir des idées qui deviennent des services. Et puis, l'autre dimension qui me semble importante, c'est que il va y avoir de plus en plus de critères d'achat responsable côté client. Et je rebondis sur un commentaire qui est fait sur les clients qui déterminent la pertinence de l'ESG. C'est vrai qu'on va être de plus en plus questionné, interrogé sur ces dimensions-là. Et si on est transparent par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on a choisi de faire ou ce qu'on a choisi de ne pas prioriser, ça donne de la clarté et ça aide le client dans ses choix.
Et il y a une dernière question, au niveau de la solution Keybud, est-elle pour des sociétés de quelle taille? Alors notre sweet spot, il est sur des sociétés qui ont plus de 50, 100 ou 200 personnes. On est quand même sur de la priorisation stratégique. Néanmoins, on le prouve avec des sociétés de la taille de Synthesia ou un autre de nos clients qui sont une dizaine d'utilisateurs. Pour les sociétés qui veulent, commencer à être drivés par des priorités, par leur stratégie, sans faire 150 séances d'alignement régulières, on n'a quasiment pas de limite. Je vais juste rajouter que nous, en fait, on est une micro-entreprise, mais on fonctionne par écosystème et par réseau. Donc, on est dans plusieurs écosystèmes et plusieurs réseaux. Et Keybud nous donne cette possibilité de fonctionner comme plateforme d'innovation ouverte. Donc, au-delà de la taille de l'entreprise, ça peut être l'animation de l'écosystème ou d'un écosystème qu'on souhaite faire émerger qui est rendu possible grâce à cette solution-là. Donc, ça peut être une question de taille d'entreprise, mais ça peut être aussi une question d'ambition d'écosystème. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Très bon appétit. Et en cas de questions, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Merci Yves encore pour ta participation. Très bonne Merci, à journée. bientôt.